Chapitre 23. La victoire des crabes. Narcissa, elle, ne se préoccupait absolument pas de Voldemort ni des déboires du hibou jacasseur. En réalité, elle ne pensait qu'à ce qu'Androméda lui avait dit et à ce qu'elle allait pouvoir faire pour empêcher la catastrophe imminente de se produire. Car depuis l'affaire du collier d'opale, il était évident qu'elle ne pouvait plus compter sur leur père pour rétablir le prestige de leur famille. Il était banni du ministère, soumis aux ordres d'Orion qui ne cessaient de le tourmenter. Bellatrix, elle, passait son temps en dehors de la maison et se désintéressait totalement de leur famille. Et leur mère, évidemment, avait déjà du mal à tenir debout. Narcissa ne pouvait donc compter que sur elle-même et sur Androméda pour tirer leur famille de ce mauvais pas. Après leur échange expéditif à propos de Ted sur le quai du Poudlard Express, Androméda avait envoyé des dizaines de lettres à Narcissa pour lui expliquer à quel point elle était attachée à ce jeune homme et lui à elle. Elle suppliait sa petite sœur de lui répondre, de la comprendre, de la soutenir. Mais Narcissa était incapable de tout cela. Le moindre fait de lire le nom de Ted sur les lettres de sa sœur lui donnait la nausée. En réalité, Narcissa avait une idée pour empêcher ce mariage, mais qu'elle se détestait d'avoir eue, car elle la jugeait absolument monstrueuse. C'était une idée qu'elle avait eue très vite, dès les premiers jours, en repensant à l'amoncellement des lettres d'Hector Crabbe sous le lit d'Androméda. Dans un premier temps, Narcissa la chassa fermement de ses réflexions. Hector Crabbe était une brute sans esprit. Il ne pouvait pas épouser Androméda. C'était impensable. Narcissa l'avait elle-même empêché d'importuner sa sœur. Ça n'était certainement pas pour le jeter entre ses griffes quelques années plus tard. Lucius, qui pendant cette période profitait de ce fameux complément d'apprentissage à l'école de Durmstrang, n'avait aucune idée de ce qui se tramait, et Narcissa se garda bien de l'en avertir. Il abreuvait Narcissa de lettres complaisantes et enthousiastes, louait la qualité des professeurs de Durmstrang, la beauté des glaciers environnants, les matières particulièrement intéressantes qu'il suivait. Entre autres, les sorts impardonnables ou les exploits des grands mages noirs à travers les siècles. Et surtout, il insistait bien sur ce point, la sélectivité de l'école, qui n'acceptait que des sorciers de sang pur, ce qui, à son avis, était grandement profitable à l'apprentissage. Environ une semaine avant les vacances de Noël, alors qu'elle n'avait trouvé aucune solution alternative, tout en relisant les lettres de Lucius qui vantaient l'écrémage des élèves par Durmstrang, Narcissa fut saisie par une crainte subite et terrible. Si Androméda épousait Ted comme elle avait l'intention de le faire, Lucius resterait-il épris d'elle? Après tout, la noblesse de leur famille jouait un rôle certain dans l'attirance que Lucius éprouvait pour elle. Si la famille Black se voyait déshonorée par un tel mariage, Lucius ne serait-il pas tenté de la mépriser, lui aussi, pour se tourner vers d'autres jeunes filles respectables qui ne demandaient que ça? Narcissa prit sa décision au beau milieu de la nuit, seule, acculée contre ses propres angoisses, poussée par la peur de l'abandon et du déshonneur. Elle écrivit à Lucius. Vite, c'est urgent. Il faut qu'Hector Crabbe demande Androméda en mariage. Convainc-le. Mon père n'aura pas le choix. Et ne dis à personne que c'est moi qui t'ai demandé de le faire. La réponse ne se fit pas attendre. Ma chère Narcissa, je suis bien curieux de savoir ce qui te tracasse. Ne t'en fais pas. Je me charge de conseiller Hector. Je m'étonne d'ailleurs que l'idée ne lui soit pas venue avant. Il doit donc être encore plus idiot que dans mes souvenirs. Et comme promis, je me garderai bien de dire que l'idée vient de toi. À propos, je serai de retour en Angleterre pour les vacances de Noël et organiserai un grand bal à cette occasion. Tu y es conviée, évidemment, ainsi que tes deux sœurs. J'espère que tu seras présente. J'aimerais beaucoup te montrer notre grand manoir. Je suis certain qu'il te plaira. Il me tarde de te retrouver. Je t'embrasse. Lucius. Narcissa n'en fut pas soulagée pour autant, et s'évertua à chasser sa culpabilité en se répétant tout le jour durant que c'était la seule manière de garder Androméda auprès d'elle. Les nuits qui la séparèrent de son retour à Londres pour les vacances de Noël furent peuplées de cauchemars en tout genre, où se mêlaient Hector Crabbe en habit de mariée, Orion en train de mâchouiller bruyamment un os de poulet, et une créature verte, luisante et griffue, aux yeux semblables à des fentes. C'était ainsi que Narcissa se représentait lors de Voldemort.
Daisy s'inquiéta de son état à plusieurs reprises, mais Narcissa refusa de se livrer à elle. Connaissant la bonté et la tolérance de son amie d'enfance, Narcissa supposa qu'elle serait indignée par le choix qu'elle avait fait et que cela n'arrangerait rien à la situation. Quand Narcissa rentra au 12 square Grimoire pour les vacances de Noël, elle n'avait quasiment rien avalé depuis plusieurs jours. Androméda s'inquiéta aussitôt de sa mine blafarde et se mit en quatre pour prendre soin d'elle, ce qui décupla encore la culpabilité de Narcissa. Sa grande sœur ne raconta rien à propos de Ted, mais son air rêveur et enjoué était la preuve qu'elle n'avait absolument pas abandonné son projet de mariage. Le soir venu, Narcissa osa enfin la questionner pendant qu'elle l'aidait à se redresser dans son lit pour boire une tisane préparée par ses soins. Androméda, dis-moi que tu as changé d'avis, murmura-t-elle d'une voix faible, redoutant la réponse. Androméda lui sourit gentiment, un peu contrite, et plaça la tasse brûlante entre ses mains. Je vais le faire, Sissi, dit-elle posément. Je dois le faire. Tu ne peux pas. Andy, papa, tant pis pour lui, décréta-t-elle. Il pourrait te punir, gémit Narcissa. Il pourrait t'enfermer. Malgré elle, elle sentit deux grosses larmes brûlantes rouler sur ses joues. N'aie pas peur, dit Androméda. Tout ira bien, j'en suis sûre. Ted a un ami Aurore qui saura le protéger si ça tourne mal. Et moi, je peux compter sur toi, n'est-ce pas? Narcissa déglutit avec difficulté et hocha la tête, la gorge serrée. Elle passa les 2 nuits suivantes dans le lit d'Androméda, lovée contre sa grande sœur. Incapable de s'endormir, elle se contentait de l'écouter respirer paisiblement, effrayée par une telle sérénité. Jusqu'au premier dimanche des vacances de Noël, où vers midi, quelqu'un sonna à la porte du 12 square Grimoire. Les Black étaient alors tous réunis dans la cuisine pour le déjeuner dominical, et Sirius et Androméda préparaient un énorme plat en sauce dans la marmite. Narcissa était horrifiée par ce qui allait se passer. « Androméda, tu ne m'as pas laissé le choix, » se répétait-elle pour se convaincre qu'elle avait bien agi. Lorsque la cloche de la porte d'entrée retentit, tout le monde se regarda, perplexe. « Je n'attends personne, pourtant, » dit Orion, comme s'il était la seule personne de la maison qui mérite la visite de personnes extérieures. La cloche retentit à nouveau, avec plus d'insistance. « Eh bien, Valburga, va ouvrir. Ne fais pas attendre nos visiteurs. » Valburga lui lança un regard noir, mais obtempéra néanmoins, tout en pestant contre les visites improvisées. « Vraiment, les gens sont si mal élevés. Ils croient pouvoir débarquer chez nous comme ça à n'importe quelle heure. Ce ne sont pas des manières. » Elle ouvrit la porte et poussa une exclamation étonnée faussement aimable. « Oh, Crabbe, quelle charmante surprise !»« Bonjour, Valburga, » répondit la voix brutale de Piscus Crabbe. « Et tu es venu avec ton fils. Que nous vaut l'honneur de votre visite à cette heure, disons, inhabituelle. »« Je dois parler à Cygnus, » répondit Piscus Crabbe en la bousculant pour rentrer dans la maison. « Oh, je ne sais pas s'il est là. Il serait peut-être mieux que vous repassiez un autre jour. »« Cygnus !» aboya-t-il. « J'ai à te parler. » Depuis la cuisine, les Blacks échangèrent des regards intrigués, sauf Androméda et Sirius qui continuaient de touiller le ragoût en riant, et Cygnus qui gardait le nez ostensiblement plongé dans son journal. Narcissa, quant à elle, examinait le manche de sa fourchette avec attention, la tête baissée pour ne pas montrer que ses joues avaient viré au cramoisi. Piscus Crabbe entra dans la cuisine en faisant vibrer le sol à chacun de ses pas. Orion l'accueillit avec chaleur. « Crabbe, mon cher ami, viens, viens, assieds-toi donc, » dit-il en chassant Régulus du siège voisin. « Et dis-nous un peu ce qui t'amène. » Crabbe s'écrasa sur le siège, manquant de réduire en bouillie la jambe du pauvre Régulus, qui alla se réfugier dans les bras de Bellatrix. À son arrivée, Androméda s'était brusquement redressée, pâle comme un linge. « C'est à Cygnus que je veux parler, » répondit abruptement le nouveau venu. Cygnus leva enfin la tête de son journal et parut seulement remarquer sa présence. « Tiens, ce cher Piscus, » dit-il, placide, en le regardant par-dessus ses lunettes à la monture argentée. « Que puis-je faire pour toi ?»« Je n'irai pas par 4 chemins.
enchaîna Crabe. C'était la première fois que Narcissa voyait Piscus Crabe d'aussi près. Ses mains faisaient la taille d'une assiette, et chacun de ses mouvements brusques étirait dangereusement les coutures de sa longue cape de cuir et de fourrure aux épaules cloutées. Ses cheveux en brosse, son large cou et son rictus malveillant lui faisaient penser à un taureau enragé. Son œil noir et luisant semblait fixer Narcissa, peu importe où elle se trouvait, et ses 4 rangées de dents pointaient vers l'extérieur de sa bouche comme une horrible menace. Piscus Crabe était absolument terrifiant, autant par son physique que par son attitude. Pitié, pensa Narcissa avec affliction. Par pitié, qu'Hector ne devienne pas comme ça. Pauvre Androméda. De son index épais, Piscus Crabe désigna son fils qui se tenait dans l'encadrement de la porte, profondément mal à l'aise devant leurs nombreuses tablées. Mon fils, commença Piscus Crabe. Enchanté, dit ironiquement Cygnus avec un petit geste de la main. Silence, tonna Crabe, faisant sursauter tout le monde. Mon fils. De son énorme index, il désigna Androméda. Va épouser ta fille, celle-là, dit-il. Elle était restée debout pendant tout le début de l'échange, pétrifiée. Elle pâlit encore davantage, mais resta muette. Tout le monde retint son souffle. Sirius laissa échapper un glapissement horrifié, et Cygnus écarquilla les yeux. Tous les regards étaient posés sur lui, dans l'attente de sa réaction. « Je ne comprends pas bien, » lâcha finalement Cygnus, méfiant. « Quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» s'agaça Piscus Crabe. « Eh bien, tu décides de me compromettre aux yeux du ministère, pour ensuite me proposer d'unir nos 2 familles du jour au lendemain. J'avoue que je ne saisis pas très bien la logique de ta démarche. Ah, si ça a traîné, c'est parce que ta fille faisait la difficile. Sinon, ce serait déjà fait depuis longtemps, et j'aurais choisi quelqu'un d'autre que toi pour porter la culpabilité du collier d'opale. Attends, le coupa Cygnus. Comment ça, depuis longtemps? Tu n'en savais rien? Hector lui fait des avances depuis, je dirais 3 à 4 ans, au bas mot. Cygnus se tourna vers Androméda. Et toi, tu ne m'as rien dit. C'est bien dommage, abonda Crabe. Ce mariage, s'il avait eu lieu un peu plus tôt, t'aurait sans doute protégé de quelques ennuis que nous t'avons causés. À qui le dis-tu? S'exclama Cygnus, rouge de colère. Et tu serais encore à ton poste au ministère. Cygnus fixait toujours Androméda, attendant qu'elle s'explique, mais elle restait stoïque, cramponnée à l'épaule de Sirius qui lui avait pris la main et fusillé hargneusement les 2 crabes du regard. Piscus Crabe reporta son attention sur Androméda. « Dis-moi, ma petite, il paraît que tu travailles dans la librairie de Mrs. Penswick. » Androméda fit un petit signe de tête en signe d'assentiment. « Après quelques recherches, j'ai découvert que cet endroit était bien mal fréquenté, » continua Piscus Crabe. « Il serait malvenu d'apprendre que tu fricotes avec un sang de bourbe, n'est-ce pas? » Un quoi? S'étrangla Cygnus, qui semblait à nouveau débarquer d'une autre planète. Tu m'as très bien entendu, Cygnus. Quant à toi, Androméda, tu n'iras plus travailler là-bas, c'est terminé. Je t'ai trouvé un poste à Gringotts, à la comptabilité. Tu commences demain matin. À l'idée de ces couloirs souterrains et des employés antipathiques, Narcissa sentit son sang se glacer. Androméda travailler dans cet endroit stérile? C'était inconcevable. « Me suis-je bien fait comprendre ?» insista Piscus Crabe. Androméda alla se réfugier dans les bras de sa mère qui affichait, elle aussi, une tête d'enterrement. « Androméda, ma pauvre chérie, » lui chuchota-t-elle à voix basse. « Je ne veux pas, » murmura Androméda, « je ne veux pas. »« Ça suffit !» hurla Cygnus en frappant du poing sur la table, furieux de sentir la situation lui échapper. « Vous m'avez causé assez d'ennuis comme ça, toutes les 4. Druella, cesse donc de les consoler, ce ne sont plus des enfants. » Druella Black sembla alors hésiter à prendre la parole. Sa respiration s'était accélérée et ses joues avaient pris une teinte plus soutenue. « Et si j'étais toi, je me garderais bien de m'exprimer au sujet de ce mariage, » siffla Cygnus entre ses dents. « En effet, » approuva Walburga sur un ton tranchant.
Tous les trois échangèrent des regards cuisants. Tournée vers sa mère, Androméda plaçait visiblement tous ses espoirs en elle pour prendre sa défense. Je... Dans un silence de plomb, tout en regardant sa femme, Cygnus fit un petit signe de tête appuyé et menaçant vers le côté de la table où se trouvaient Orion, Narcissa, Bellatrix et Régulus. Druella referma la bouche, se détourna pour cacher les larmes qui brillaient dans ses yeux, et serra Androméda contre elle un peu plus étroitement. « Maman !» Mais Druella resta muette. Narcissa regarda autour d'elle, perplexe, mais en dehors de ses parents et de Valburga, personne ne semblait avoir compris la portée de ces sous-entendus. Elle jeta alors un coup d'œil furtif à Hector, qui se tenait encore dans l'encadrement de la porte. Il s'était apprêté avec soin, mais malheureusement pour lui, ses cheveux gominés le rendaient encore plus laid. Il ne semblait tirer aucune satisfaction de cet arrangement. En fait, il avait plutôt l'air furieux d'assister à toutes ces démonstrations de désespoir. Alors qu'il s'apprêtait à dire quelque chose, Piscus Crabbe fit un geste exaspéré. « Allons-y, mon fils. Nous avons mieux à faire que d'écouter ces pleurnicheries. Nous reviendrons une fois que ta fiancée sera raisonnée. » Ils s'en allèrent avec autant de vacarme qu'ils étaient apparus. Et ils emportèrent dans leur sillage tous les bruits de la maison, laissant un silence écrasant s'abattre sur la tablée des Blacks. Après plusieurs interminables secondes, ce fut la tante Valburga qui parla la première. « C'est vrai, c'est toujours difficile au début, déclara-t-elle. Mais c'est ainsi depuis toujours. Notre statut privilégié nous impose ce devoir. Il faut que tu l'acceptes, Androméda. » « N'importe quoi !» lâcha Sirius dégoûté. Valburga ne releva même pas, la mine sombre. « Reprends-toi, ma chère, lui dit Orion. Tu as l'air aussi désespéré qu'elle. Ça te rappelle de mauvais souvenirs? Oh, tais-toi, espèce d'imbécile, siffla Valburga. Orion écarquilla les yeux, peu habitué à ce genre de réponse. Il chercha immédiatement à se donner une contenance. Bon, eh bien, ce n'est pas une raison pour se laisser mourir de faim. Tiens, Valburga, resserre-moi un peu, dit-il en tendant son assiette. Mais Valburga, exaspérée, repoussa l'assiette qu'il lui tendait, et celle-ci se renversa sur la nappe. Avant qu'Orion n'ouvre la bouche, elle se leva brusquement en bousculant la table. « Débrouille-toi tout seul, je sors, on étouffe ici !» Et elle partit dans le froid glacial, sans cape et sans étole, en claquant la porte encore plus bruyamment que Piscus Crabbe. « Je ne vois pas pourquoi vous en faites tout un foin, » râla Bellatrix lorsque leur tante eut disparu. « Épouse-le, Andy, son sang est pur, rien ne t'oblige à l'aimer, pas vrai, Régui ?» Alors que Régulus approuvait vigoureusement, Sirius lui donna un violent coup de pied dans le tibia. Bellatrix brandit sa baguette pour le défendre, et Cygnus dut faire à nouveau usage de sa voix de tonnerre pour consigner tous les enfants dans leurs chambres respectives, sauf Bellatrix, qui s'en alla en claquant la porte une troisième fois dans un concert de protestations de la part des portraits qui peuplaient le hall d'entrée. Narcissa passa le reste de l'après-midi à consoler Androméda, mortifiée. Vera Goyle vint également leur rendre visite et resta dans la chambre de Druella pendant plusieurs heures, durant lesquelles Narcissa entendit sa mère sangloter et supplier son amie d'enfance de faire quelque chose. Hélas, Vera ne trouva aucune solution à cet épineux problème et se contenta de venir embrasser Androméda en partant, la mine sombre. Le soir venu, lorsqu'Androméda eut pleuré toutes les larmes de son corps et accepté que son père ne changerait jamais d'avis, elle se résolut à écrire à Ted pour rompre définitivement avec lui. « Je n'y arriverai jamais, » se lamentait Androméda. « Je ne peux pas lui faire ça. » Narcissa lui apporta une plume, de l'encre et du parchemin. Mais la main d'Androméda restait paralysée, incapable d'écrire le moindre mot. Après quelques secondes d'hésitation, Androméda tendit la plume à Narcissa. « Vas-y, toi, » dit-elle. « Moi » s'étrangla Narcissa. « Oui, je te fais confiance. Tu sais être ferme quand il le faut. » Narcissa prit la plume, la gorge nouée. C'était une punition cruelle, mais juste, qu'Androméda lui infligeait là, sans même le savoir. En écrivant à Ted, Narcissa fut forcée de faire face à la cruauté de ce qu'elle venait de faire, et au fur et à mesure qu'elle écrivait, elle avait l'impression d'inscrire, non pas des lettres,
mais du dégoût brut et indélébile, et non pas sur une simple feuille de papier, mais au plus profond d'elle-même. Tu l'appelles comment d'habitude demanda-t-elle d'une toute petite voix. Androméda se rallongea sur son lit, face au mur. Ted, murmura-t-elle. Je l'appelle Ted. D'une main tremblante, Narcissa écrivit un billet expéditif. Ted, nous ne nous reverrons plus. Je dois épouser un homme pour le bien de ma famille. Je ne l'aime pas et je ne l'aimerai jamais, mais je pense que j'arriverai à être heureuse avec lui. Nous avons vécu de belles choses ensemble, mais notre histoire s'arrête ici. Oublie-moi. C'est la seule chose que je te demande. Adieu, Androméda. Androméda lut les premiers mots de la lettre, puis se détourna. Merci de m'avoir aidée, soupira-t-elle. C'est parfait, comme toujours. Et Narcissa évita soigneusement son regard jusqu'à ce qu'elles éteignent la lumière. Cher journal, je me suis couchée il y a déjà plusieurs heures, mais je n'arrive pas à trouver le sommeil. Androméda aussi se tourne et se retourne dans son lit. Mon cher journal, que dois-je faire? C'est vrai qu'à première vue, ce que j'ai provoqué n'a fait qu'empirer la situation. Mon père est fâché contre nous de lui avoir caché ces choses, et Androméda est dans une très mauvaise posture. Mais il faut que je me reprenne. Androméda ne pouvait tout de même pas épouser ce Ted. Non, je ferais mieux de penser à la fierté de nos parents, quand Androméda et moi aurons fait 2 beaux mariages. Oui, c'est certain. Même si c'était un choix difficile, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Un point, c'est tout. Et puis, dans quelques jours, Lucius sera de retour de Dumstrang, et il organise chez lui un grand bal pour Noël. Cette fête splendide saura certainement nous remettre tous d'aplomb.